Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des sorties littéraires de février 2023 qui sont susceptibles de m'intéresser. Bien évidemment, c'est une liste non exhaustive. Je crois qu'il y en a une quinzaine déjà, c'est pas mal. Parmi ces livres, j'ai mis également des sorties littéraires qui ne m'intéressent pas forcément, mais qui sont peut-être susceptibles de vous intéresser, ou c'est des suites de sagas qui marchent plutôt bien d'après ce que je vois sur Instagram. Mais sachez qu'il se peut vraiment que là, en ce mois de février, je craque un peu. Je craque un peu parce qu'il y a vraiment des livres qui me donnent très très envie. On commence tout de suite, je suis munie de mon téléphone parce qu'il y a tout dessus. Et on commence maintenant. Et on commence avec une sortie aux éditions Actes Sud le 1er février. Il s'agit de Lise Spitt, Je ne suis plus là. Je vous lis donc le résumé de cette histoire. Léo vit avec son petit ami Simon depuis 10 ans. Lié par une enfance troublée, le couple vit parfaitement heureux. Jusqu'à ce que tout change. Simon rentre chez eux au milieu de la nuit et Léo ne le reconnaît plus, ni dans ses gestes, ni dans ses mots. Lentement, l'existence méticuleuse construite de Léo s'effondre jusqu'à mettre sa vie en danger. Après le très démarqué débâcle, Lise Spitt revient avec une troublante histoire de dévotion et de trahison en forme de thriller haletant. Franchement, il y a tout pour me plaire dans ce livre, en tout cas, tout qui attire ma curiosité. Toujours au 1er février va sortir un livre de Camille Agerbe aux éditions Calment-Lévy et il s'agit de L'énigme de la Stuga. Je pense que ça se prononce comme ça. Camille Agerbe, c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler. J'ai un livre dans ma pile à lire, c'est Un cri sous la glace, je crois. C'est le premier en fait de la saga avec l'enquêtrice, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Je ne l'ai jamais lu parce que c'est un petit pavé et en fait je sais pas pourquoi. Faudrait que je le sorte, j'avoue. C'est un livre qui apparemment est un thriller psychologique qui est un huis clos. Faut pas m'en dire plus pour que j'ai envie de découvrir ce livre. Dans le résumé, on apprend que je sais pas trop comment ça se prononce, une éditrice qui mène une vie totalement heureuse, va décider d'organiser chez elle, pour le jour de la fête de l'écrevisse, une fête plutôt intimiste, dans laquelle sera invité certains collègues d'édition et aussi une amie qui s'appelle Bonnie. Tout se passe très bien, mais le lendemain, cette petite fête va se transformer en scène de crime étant donné que Bonnie est retrouvée assassinée. Et ce n'est que 8 ans plus tard que Lick va être arrêtée et placée provisoirement en détention. Et à partir de là, elle va devoir remonter tout le cours de cette fête, tout remettre en place et assembler petit à petit les pièces du puzzle pour que tout s'éclaire, pour se dédouaner de ce crime qu'apparemment il n'a pas commis. Donc pourquoi pas découvrir cet auteur via un one-shot, pourquoi pas celui-ci, il me tente beaucoup, forcément huis clos, 8 ans plus tard, ça me donne trop envie. Et on enchaîne sur le 2 février, va sortir en librairie un livre de Ruth Ware qui s'appelle Le chalet des disparus et ce sera aux éditions Fleuve Noir. Là encore, nous sommes dans un huis clos angoissant. Oui, je crois que depuis que j'ai lu Synopsix de Angelina Delcroix, je ne veux lire que des huis clos. Une célèbre application de musique décide d'organiser un séminaire dans un chalet, donc avec des personnes. Ce chalet est perdu en pleine montagne et les participants à ce séminaire vont se retrouver bloqués par une tempête de neige. Mais c'est pas fini parce que bientôt un membre de ce séminaire va manquer à l'appel. Et apparemment, tout le monde a quelque chose à perdre, à gagner ou à cacher. C'est un livre que je vais recevoir de la maison d'édition d'ici quelques jours. Autant vous dire que je vais faire un aussitôt reçu, un aussitôt lu parce qu'il me tente énormément. Toujours le 2 février va sortir un livre de Oscar Desmuriel, Les mystères de Sœur Juana, tome 1, Mort au couvent, aux éditions Les Presses de la Cité. Je vous lis tout de suite le résumé. Notre Père qui est aux cieux, délivrez-nous du mal. Mexico, Nouvelle-Espagne, XVIIe siècle. Quelqu'un ou quelque chose a pris possession du couvent de San Geronimo. Religieuses et servantes sont retrouvées sacrifiées sur l'autel selon des rituels précolombiens sanguinaires. Et la suspicion règne. Nul n'y échappe, car dans cette enceinte retirée du monde, entre fornication, autoflagellation et cauchemars blasphématoires, le péché est partout.
Alina, jeune novice insolente et rebelle, vient de prendre le voile. Aux côtés de Mathéa, sa fidèle domestique indigène, la voilà qui s'allie à sœur Juana, excentrique, femme de lettres, pour trouver le coupable. Entre prières, lectures, leçons de cuisine et chocolat chaud, le trio mène l'enquête. Mais dehors, l'Inquisition est déjà en chemin et compte bien couper le mal à la racine. Dans une atmosphère digne du nom de la rose, le premier volume d'une nouvelle série de polars historiques, exotiques et mystiques. Déjà, la couverture a attiré mon attention et le résumé du coup encore plus. Le fait que ce soit dans la Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle, ça va être un roman... Alors je sais pas si ça va être plutôt un cosy mystery, mais ça m'a pas l'air, ils disent ça plutôt un polar. Je trouve ça assez original en fait que ça se passe au sein d'un couvent. Pourquoi pas? Franchement, je me laisserai tenter. Le 2 février, je note qu'il y a un livre jeunesse qui va sortir. Il s'agit de Jodie Lynn Anderson, Les 13 sorcières, tome 1, La voleuse de mémoire, aux éditions Nathan. Oui, vous savez que je lis de la jeunesse depuis peu, et ce livre a attiré mon attention. Pourquoi? Parce qu'on va parler de sorcières, et moi il m'en faut pas plus en fait, juste pour me convaincre à décider d'acheter ce livre. Le résumé est très succinct, on va suivre Rosie qui est une fillette et qui vit avec sa mère. Un soir, elle va découvrir que sa maison est remplie d'esprits et surtout que sa maman est victime d'une sorcière qui lui vole ses souvenirs chaque nuit. Voilà, c'est très succinct, mais ça m'a donné envie. Très sympa, très léger, pourquoi pas. En tout cas, c'est le début d'une saga où je pense qu'il y aura 13 tomes, étant donné que ce sont les 13 sorcières. On continue toujours le 2 février avec encore le premier tome d'une longue saga sans doute. Il s'agit du Club des amateurs de romans policiers, Ils étaient 7, écrit par C.A. Larmer et publié au Cherche Midi. Déjà, première chose, c'est le petit clin d'œil à Agatha Christie et à son livre Ils étaient 10. Voilà, ça déjà j'aime beaucoup. La couverture a attiré également mon attention et le résumé encore plus. Quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un vin de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur sera dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour la première réunion. Le thé infuse, les toasts sont chauds. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Ça m'a tout l'air d'un cosy mystery, je pense. Donc là, ça sera à double tranchant. Vous savez que c'est pas ma tasse de thé, sans jeu de mots avec la couverture. Mais voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu plus ce genre-là. Je suis restée sur un très gros échec avec les Agatha Raisin que je n'ai pas du tout aimé. Je sais que là, dans ma pile à lire, j'ai les détectives du... Je me rappelle plus le titre. Bref, le tome 1, je vous mettrai la couverture aussi, mais voilà, j'ai envie d'essayer plusieurs sagas parce que je pense que parmi tous les cosy mystery qui existent, il y en a quand même bien une que je vais apprécier. Toujours le 2 février, et je pense que je vais éviter d'aller en librairie le 2 février parce que sinon je vais faire des ravages. Sort aux éditions Totem un livre de Paul Tremblay, La cabane aux confins du monde. Alors déjà, leur couverture sont magnifiques à chaque fois, ça donne trop envie en fait d'acheter leurs livres. J'ai découvert les éditions Totem avec ma première lecture de 8 crimes parfaits de Peter Swanson, que j'ai bien aimé d'ailleurs, et voilà, j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus sur cette maison d'édition. Et je pense que ce sera avec Wen, 7 ans, et ses parents. Eric et Andrew passent leurs vacances dans une cabane isolée sur un lac tranquille du New Hampshire. Aucun voisin à des kilomètres. Un après-midi, alors que Wen attrape des sauterelles dans le jardin, un étranger apparaît dans l'allée. Léonard est l'homme le plus imposant qu'elle n'ait jamais vu, mais il est jeune, amical, et elle le trouve immédiatement sympathique. Ils discutent et jouent jusqu'à ce que ce dernier s'excuse brusquement et dise « Rien de ce qui va se passer n'est ta faute ». 3 inconnus armés surgissent alors. Tandis que Wen se précipite dans la cabane pour prévenir ses parents, Léonard l'interpelle.
Tes pères ne voudront pas nous laisser entrer, Wen, mais il le faut. Dis-leur qu'ils le doivent. Nous ne sommes pas venus pour vous faire du mal. Nous avons besoin de votre aide pour sauver le monde, s'il te plaît. En tout cas, je me le suis noté parce que j'ai bien envie de savoir pourquoi ils ont besoin de l'aide de Wen et de ses parents pour sauver le monde, qu'est-ce qui est en jeu. Je vois un peu une ambiance un petit peu angoissante et hivernale parce qu'apparemment, si je dis pas de bêtises... Ah non, je pensais que c'était de la neige, mais ça a l'air d'être un lac plutôt avec... Je sais pas. Je sais pas, mais la première de couverture, franchement, je sais, elle me titille, elle inspire pas trop confiance, on va pas se mentir. Toujours le 2 février va sortir aux éditions Escale Noire le livre de M.J. Arledge, Action ou Vérité, et c'est le tome 10 de la saga Helen Grace. Je ne vous parlerai pas du résumé, je ne l'ai moi-même pas lu, ni même noté, parce que c'est le tome 10. Alors ça fait partie par exemple des livres qui ne m'intéressent pas forcément parce que je n'ai jamais lu cette saga. Mais voilà, d'après ce que j'ai vu sur Instagram, les avis, même sur YouTube, les avis sont plutôt bons. Il y en a pas mal qui suivent cette saga, donc voilà, je voulais juste vous informer que le tome 10 sort en librairie le 2 février. Et enfin, pour clôturer cette journée du 2 février qui va être bien chargée en tant que sortie, nous avons le livre de Céline Navarre, L'Envers des Ombres, publié chez Gallimard. Dans ce livre, on va suivre Lily qui a vécu là un moment à Paris et qui décide de retourner dans les Vosges, endroit où elle a grandi. Et elle va créer un jeu de miroir entre sa vie à Paris, sa vie dans les Vosges, son passé, son présent. Elle va un petit peu tout décortiquer, examiner les détails de son quotidien, se rappeler certains souvenirs, les cafés, les bars, les personnes. Voilà, elle va mettre tout un regard un petit peu poétique sur sa vie. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre, mais il m'a quand même interpellée. J'ai bien envie de le découvrir. Il a l'air... je sais pas trop, il m'intrigue en fait. On passe maintenant à une sortie du 8 février aux éditions Albin Michel. Il s'agit de Liane Moriarty, Amour et autres obsessions. Pareil, c'est un livre qui ne m'intéresse pas vraiment, mais je sais que c'est une auteure que généralement je vois souvent passer quand même sur Instagram avec des avis plus ou moins positifs. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce livre qui sort, il est peut-être susceptible de vous plaire. Hélène O'Farrell est une hypnothérapeute professionnelle qui travaille dans la maison excentrique du bord de mer qu'elle a héritée de ses grands-parents. Un quotidien agréable à l'exception de sa vie amoureuse tumultueuse. Bien que philosophe sur le sujet, Hélène ne serait pas contre une relation durable. Aussi lorsqu'elle rencontre Patrick, elle est optimiste. Il est séduisant, célibataire, il a du travail et surtout, il semble l'aimer en retour. Puis vient le « il faut qu'on parle » tant redouté. S'attendant au pire, Hélène est agréablement surprise quand Patrick lui avoue que son ex-petite amie le harcèle. Hélène pense même que c'est plutôt intéressant. Elle sort avec quelqu'un qui mérite d'être harcelé. Elle est intriguée par les motivations de cette femme. En fait, elle aimerait même la rencontrer. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle l'a déjà fait. En fait, je vous dis qu'il ne m'intéresse pas vraiment, mais là, en relisant le résumé, je me dis, quand même, la dernière phrase accroche. Je sais pas trop, j'ai pas eu une très très bonne expérience avec cet auteur. J'ai lu qu'un livre d'elle, mais qui m'avait pas plu dans la morale à la fin de l'histoire. Il s'agissait de Petits Secrets. Non. Oh là là, j'ai des trous de mémoire, c'est impressionnant. J'avais pas trouvé ce livre hyper captivant, moral à la fin, que j'étais totalement pas d'accord avec l'auteur. Donc voilà, je sais pas, mais là c'est vrai que ça me tente bien, je sais pas trop, à voir. Écoutez, peut-être j'attendrai les premiers avis, et si je vois que c'est vraiment bon, pourquoi pas, mais je vais pas me ruer dessus en librairie le 8, ça c'est sûr. Le 9 février va sortir aux éditions L'Archipel un livre de Michel Salter, Les ombres de Big Ben. Ça va se passer à Londres 1914 où il va y avoir une manifestation de suffragettes. Et il se trouve que durant cette manifestation, la mère d'Iris disparaît. Apparemment, elle serait tombée dans la Tamise. Mais 6 ans plus tard, Iris, qui est devenue journaliste, va mener l'enquête. Parce qu'il se trouve qu'une suffragette a également disparu et qu'apparemment il y a eu un meurtre. Est-ce que les deux affaires sont liées? Est-ce que passé et présent vont s'entremêler? Elle est bien décidée en tout cas de mener cette enquête et d'expliquer cette disparition soudaine et cette mort inexpliquée.
concernant sa mère et la suffragette disparue. L'ambiance 1920 de Londres me tente terriblement. J'ai juste peur que ce soit un petit peu trop tourné vers la politique, étant donné qu'on nous parle quand même de législative, que deux femmes s'affrontent. Je sais pas trop, ça j'ai juste une petite réserve par rapport à ça, c'est pas ce que j'aime le plus en fait dans les romans quand c'est un petit peu trop ciblé politique. Mais en tout cas, il me tente quand même plutôt bien cette histoire de mystère. On se doute qu'elle n'est pas tombée dans la Tamise toute seule, donc voilà. Ça a déjà un petit peu éveillé ma curiosité, j'ai envie de savoir le comment du pourquoi. Le 15 février sort La librairie a exploré le temps aux éditions Milan et c'est de Mindy Thompson. Bienvenue chez Rime et Raison. La librairie a exploré le temps qui apparaît à ceux qui en ont besoin. Son but, soulager les âmes en peine et les cœurs brisés grâce au livre. Son unique règle, il est interdit d'utiliser les pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur. Or, le grand frère de Violette compte remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944. Voilà. Et ensuite, ils disent que la librairie a exploré le temps est une déclaration d'amour à la littérature, aux libraires et aux librairies. Que c'est une aventure magique et une fiction historique. L'intrigue est parfaitement maîtrisée, tient le lecteur en haleine jusqu'au twist final qui donne envie de relire le roman depuis le début. Il me tente du coup énormément. Après, pareil, j'ai toujours un petit peu de réserve quand un livre parle de livre. Parce que j'ai toujours peur d'être noyée dans les références de livres, dans les titres, dans tout ça. Il faut que ce soit bien dosé. Voilà, on parle de livres, c'est normal, mais pas trop non plus parce que sinon moi ça peut vite m'agacer ou m'ennuyer. Mais l'intrigue quand même de ce roman me donne envie et surtout, s'il nous donne envie de relire le roman, c'est qu'on doit avoir un sacré twist final. Le 16 février sort un thriller qui apparemment est à la frontière de la raison. Ah, m'en faut pas plus, hein. M'en faut pas plus pour me chauffer. Il s'agit de Si je n'existais pas de Kat Cueva aux éditions Robert Laffont. Existere, littéralement se manifester, se montrer. C'est de là que vient le mot existence. Camille aime les livres plus que tout, ils sont son refuge dans le fracas du monde. À vrai dire, le monde, elle le fuit. Tout bascule lorsque, dès son premier jour au service des archives des bibliothèques de la ville, elle découvre un mystérieux roman dans lequel apparaît mot pour mot un texte tiré de son journal intime. En réalité, le roman entier semble raconter la vie de Camille, incarnée par le personnage d'Alice. Profondément chamboulée, la jeune femme se lance à la recherche de l'auteur du roman au risque de s'y perdre. Pour le coup, j'attends vraiment un thriller psychologique qui va faire des nœuds au cerveau. Mais est-ce qu'on va être dans le rationnel ou pas ? Ça, c'est la question que je me pose et c'est surtout la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Pour avoir ma réponse, il faudra que je lise le livre. Toujours le 16 février va sortir aux éditions L'Atlante, le livre de Mike Carré, Une autre moi-même. Pourquoi je l'ai mis dans ma liste des sorties littéraires qui m'intéressent le mois suivant, c'est tout simplement les 2 dernières phrases. Il y a marqué « À l'instar de Stephen King, M.R. Carré excelle dans l'horreur glaçante » et le New York Times dit « Un thriller paranormal de premier ordre, superbement rythmé ». On va pas se mentir, le résumé est un petit peu what the fuck. Le marionnettiste l'avait sauvée, mais elle espérait plus que tout au monde que cela ne se reproduirait jamais. Il y a Lise, mère aimante et dévouée, impuissante face aux agressions de son ex-mari, et il y a Bess, cette autre présence en elle, plus féroce, plus inquiétante aussi. Fran, élevée et séquestrée à l'âge de 6 ans, est une adolescente tourmentée. Heureusement, Dame Guigne, la fidèle renarde, veille sur elle en chevalière armée de son épée. Là, autant vous dire que la curiosité, elle est piquée à vif, mais vraiment, parce qu'alors là... Ça, je pense que c'est vraiment un livre par contre que je vais acheter en février. Forcément, je ne vais pas tous les acheter, mais lui, je ne veux pas passer à côté. Et enfin, les 3 derniers livres, on sera le 21 février, il y a Le rêve de nos mères, le tome 3 de Karine Pitoki, qui sort donc aux éditions Charleston et qui s'appelle Les heures incertaines. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux parce que y en a qui l'ont reçu en service presse. Il y a aussi les lectrices Charleston qui sont en train de le découvrir. C'est une trilogie que je n'ai pas lue mais que j'ai très envie de lire. Voilà, donc je ne vous lirai pas le résumé du tome 3, ça sert à rien pour ceux qui n'ont pas lu les livres, les 2 premiers. Le pire c'est qu'en fait ça me tente depuis le premier tome qu'elle a sorti.
Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais acheté, j'ai jamais lu alors que j'entends vraiment de très très bons avis dessus. Donc là je sais pas si ça sera le troisième et dernier tome, mais en tout cas sachez qu'il sort en février également. Puis nous avons un livre de Henri Lovenbroek qui sort le 23 février aux éditions Exo et ça s'appelle Les disparus de Blackmore. C'est un auteur que je n'ai jamais lu. Et pourtant j'en entends du bien, j'en vois passer de très bons avis sur certains de ses livres. Mais je ne l'ai jamais lu alors que je suis sûre que ça pourrait me plaire parce que j'ai l'impression qu'il fait souvent des polars historiques. Et vous me mettez polar, vous me mettez histoire, forcément, bah, c'est pour moi quoi. Donc je l'ai mis dans ma liste, pourquoi pas, à acheter en février. Nous allons être en octobre 1925. Lorraine Chapelle, 23 ans, est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, créé en 1922. Spécialisée en médecine légale et psychiatrie criminelle, cette brillante et séduisante jeune femme déterminée entend bien intégrer un jour le célèbre laboratoire de police scientifique qui vient d'ouvrir à Lyon. En attendant que son rêve se réalise, elle a reçu une étrange proposition que l'état de ses finances ne lui permet pas de refuser. Un courrier envoyé par Sir Ronald Hampton, richissime lord anglais installé sur Blackmore Island, petite île anglo-normande entre Jersey et Guernesey, qui lui propose une somme faramineuse pour venir enquêter sur la disparition de sa petite fille Margaret. Pourquoi pas découvrir du coup cet auteur avec ce livre, si vous en avez lu de lui, si vous avez des coups de cœur ou des séries, parce que je crois des fois il écrit plusieurs sagas, n'hésitez pas à me le recommander en commentaire, c'est avec plaisir que je veux vraiment, je crois, découvrir cet auteur en 2023. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté. Et enfin, le dernier livre qui a attiré mon attention sortira le 24 février aux éditions Corbeau. Il s'agit d'un livre de Patrice Cazot et ça s'appelle Le Gambit écarlate. Nous allons suivre Mélodie, 23 ans, qui va participer à son premier tournoi d'échecs. Quand elle arrive dans l'hôtel qui organise donc cette compétition et dans lequel les candidats sont logés, elle n'a pas vraiment un accueil très très chaleureux de la part de ses adversaires. Elle sent qu'elle ne peut pas faire confiance à personne, qu'elle est considérée un petit peu comme la personne à abattre. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une tempête de neige qui va totalement paralyser l'hôtel ainsi que le village reculé dans lequel il se trouve. Et la situation va prendre une tournure très 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 différente. Apparemment, la rivalité entre les adversaires va devenir de plus en plus dangereuse. Au point que Mélodie est attirée malgré elle dans un jeu macabre et que seule la victoire peut lui assurer la survie. Je pense que là, vous l'aurez compris, ça a l'air d'être encore un huis clos. Alors oui, il y a le thème de la tempête des neiges qui n'est pas très très original, on ne va pas se mentir, parce qu'on le retrouve juste avant dans le livre de Rouseware. Le chalet des disparus, je crois que c'était le titre que là je vous ai présenté. Mais écoutez, en ce moment je suis dans ma période huis clos. Donc s'il doit y avoir 1000 tempêtes de neige, il y aura 1000 tempêtes de neige. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, pour ces sorties littéraires de février 2023. J'espère que ça vous a plu, que vous avez noté quelques titres qui vous intéressent et n'hésitez pas à me dire celui qui vous tente le plus dans les commentaires. Ou alors, si je n'ai pas parlé d'un livre qui vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires parce que comme je vous ai dit, j'ai pas vu toutes les sorties non plus et cette liste est loin d'être exhaustive. Si vraiment je dois en choisir que 3 à acheter ce mois-ci, il y aura celui de Camille Gerbe, de Paul Tremblay et de Mike Carré. Ok, c'est un choix un peu difficile, je pense que je ne m'en tiendrai pas à 3, mais voilà, si je devais jouer le jeu, ce serait ces 3-là. N'hésitez pas à me dire votre top 3 de cette vidéo. Et sur ce, j'espère que vous allez passer un agréable week-end et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.